chers amis de Open Conscience, bonjour. Ici, nous sommes loin de Cotonou, loin des gaz d'échappement et loin des bruits des voitures et motos. Et nous ne sommes pas loin de la ville historique, de la cité historique du Bénin, Ouidah. Nous sommes dans la forêt, mais sauf qu'ici, nous n'avons pas des animaux qui nous ont agressés. Nous sommes avec la famille Dja. Bonjour Mère Dja. Bonjour, Je dirais plutôt Jumbo. C'est ça? Jumbo Mère Dja. Jumbo Père Dja. Jumbo à vous. Alors, merci Mère Dja, merci Père Dja de nous recevoir chez vous. Les Béninois ont envie de savoir, par exemple, qui vous êtes. Pourquoi vous êtes venu au Bénin? Je sais que vous avez passé des années en Europe, mais vous avez décidé à la fin de revenir à la source, de revenir en Afrique. Pourquoi ce choix, Mère Dja? Bien, d'abord parce que l'Afrique c'est un trésor. Je veux dire que rien ne vaut l'Afrique. Vous pouvez aller en Europe, vous pouvez aller en Amérique, mais l'Afrique c'est le cœur de l'humanité, c'est son berceau. Et quand on est à l'extérieur, on le ressent plus parce qu'elle vous manque, vous voulez la retrouver. Revenir en Afrique aussi parce que l'Afrique a subi des agressions terribles, des drames historiques, l'esclavage, donc la déportation d'une partie de la famille africaine. Et aujourd'hui, ensuite, il y a eu la colonisation, c'est-à-dire l'annexion de notre patrimoine par les Européens. Donc aujourd'hui, l'Afrique est dans une situation qui demande l'unité de tous ses enfants. Et si vous avez cette conscience en vous, à un moment vous vous dites, mais on nous présente, surtout quand on est à l'extérieur, sur les télévisions, chaque fois qu'on parle de l'Afrique, c'est catastrophe à droite, crise à gauche. Et on vous présente toujours que ceux qui viennent aider sont des Occidentaux. Donc un jour tu te dis, mais et moi? Je dois pouvoir faire quelque chose pour mon continent. Et lorsqu'en plus tu es Rastafari, comme nous, tu sais que c'est une mission. Bob Marley a chanté Exodus, Movement of Jah People, que l'exode, le retour en Afrique, c'est le mouvement du peuple de Jah. Donc il était tout naturel en tant que membre du peuple de Jah de revenir. Je suis sûre que le Père Dja pourra compléter aussi, parce qu'il y a tout un aspect aussi que les ancêtres eux-mêmes ont demandé de pouvoir revenir à l'Afrique. Et s'ils ne l'ont pas fait eux-mêmes physiquement, au moins à travers leur descendance, eh bien, ça s'effectue aujourd'hui. Alors, moi j'ai envie de demander, Père Dja, pourquoi est-ce que c'est le Bénin qui a été choisi par la famille Dja? Eh bien, vous savez, c'est vrai qu'une grande partie de la famille a été déportée lors de la traite négrière. Et c'est vrai que notre histoire ne commence pas là. L'histoire de l'Afrique commence depuis l'aube de la création. Et donc, il avait été prédit aussi qu'une partie de cette famille serait déportée, irait dans les Amériques et dans la Caraïbe. Et disons que nous qui avons effectué cette trajectoire, eh bien, nous sommes partis du continent africain par des ports, qui ont été les ports de la déportation. À l'époque, c'était par exemple Ouidah, a été des portes, il y a eu 12 portes de départ. Et ces portes qui étaient les portes de la déportation, aujourd'hui s'avèrent être les portes aussi par lesquelles, si vous êtes sorti par une porte, c'est par la porte que vous devez rentrer, vous devez pas rentrer par la fenêtre. Donc hier le Bénin s'appelait le Dahomey, donc c'était toujours Ouidah, qui a servi de dernière adresse à nos ancêtres. Et donc c'est aujourd'hui aussi Ouidah qui nous a servi de point de repère, puisqu'il avait été décidé qu'il y aurait une manifestation internationale qui s'appelle la route de l'esclave. Et cette manifestation, c'est le Bénin, par son président d'ailleurs, Nicéphore Dieudonné Soglo, qui avait décidé maintenant que cette manifestation aura lieu au Bénin, c'est le Bénin qui en sera l'initiateur. Et voilà pourquoi nous sommes revenus au Bénin. Mais ce que je voudrais surtout dire aussi, c'est que le retour en Afrique, c'est quelque chose qui était programmé. Que le départ de ceux qui ont été arrachés de ce continent
pour aller accomplir vraiment, on a dit l'esclavage. L'esclavage, c'était bien la réduction aux travaux forcés dans des territoires étrangers pour pouvoir redonner à ces territoires qui avaient été sinistrés par le génocide des fils de l'Europe sur la population amérindienne, américaine, etc. Pour redonner à ces territoires, du moins leur envergure, leur redonner leur connotation pour que de nouveau la vie puisse fleurir là, on a fait appel justement à la connaissance, à la spécificité, à la techno-écologie du peuple noir pour aller justement développer ces territoires qui ont à peu près le même climat. Vous verrez qu'ils ont à peu près le même climat que nous avons sur le continent africain. Voilà pourquoi nous disons, nos ancêtres ont été les bienfaiteurs de l'humanité. Voyez, et aujourd'hui, quand nous revenons parce que nous avons terminé notre mission là-bas et il était temps maintenant que nous revenions chez nous parce qu'aujourd'hui, l'Afrique a besoin de tous ses enfants. L'Afrique doit s'unir, les Africains doivent s'unir où qu'ils soient pour justement revenir apporter à leur continent qui a subi après cela la colonisation et qui avait besoin aujourd'hui de redonner sa coloration vraiment Éden, sa coloration paradis, parce qu'aujourd'hui l'humanité souffre d'une chose, c'est qu'aujourd'hui il y a le réchauffement climatique, le développement industriel a été tel qu'aujourd'hui on a des problèmes de climat et seul le continent peut redonner vie à l'humanité. D'accord. La famille a choisi de revenir en Afrique, a choisi le Bénin et a choisi de ne pas rester à Cotonou. Vous êtes dans la forêt, vous avez choisi de rester loin de Cotonou. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ça? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas envie de vivre dans de grandes maisons à étages, comme l'aurait voulu toute personne aujourd'hui, le luxe fou? Vous avez choisi de vivre dans le naturel. Pourquoi ça, Merdia? Bon, nous sommes des écologistes. Des écologistes, ça veut dire que d'abord, les grandes maisons à étages et tout ça, on en a été saturés. Voilà. Et dans ces grandes maisons, vous savez, vous vous retrouvez à vouloir de nouveau entendre le son de la pluie sur un toit en chaume. C'est une musique divine. Vous avez envie de pouvoir avoir comme réveil matin un coq, les poules, vous voyez, que de nouveau vous soyez vous-même dans l'harmonie de la nature, pas que vous ayez peur de la nature. Vous avez vraiment aussi envie de participer à la création. C'est-à-dire, ici, quand vous êtes hors de Cotonou, vous pouvez faire votre jardin. Et faire votre jardin, la façon dont le Père Dieu a fait un jardin, c'est un dessin. Parce que tout y est dans une harmonie, tout s'ajoute. Donc, vivre dans la nature, c'est aussi retrouver la paix intérieure. Donc, aujourd'hui, le mot d'ordre planétaire, c'est écologie. Donc, nous vivons de façon écologique. Et en même temps, ça nous ramène à cet art de vivre qu'avait l'Afrique. Parce que le continent savait vivre de façon écologique. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, on nous a fait croire que c'était arriéré. Donc, on a délaissé de faire progresser cette façon de vivre. Donc nous le reprenons. Nous reprenons de nouveau de pouvoir vivre dans un environnement où tout ce que vous regardez est apaisant. Parce qu'aujourd'hui, la question de paix aussi est une préoccupation planétaire. La ville, c'est choc. D'accord. Merdia, j'ai envie de savoir aussi, comment est-ce que cette terre-là vous a été octroyée? Je ne sais pas, vous l'avez achetée ou je ne sais pas, j'ai envie de savoir. Cette terre-là, c'est grâce au président Mathieu Kérékou que cette terre nous a été octroyée.
Et nous profitons pour pouvoir lui rendre hommage parce que lorsque nous sommes arrivés de la Guadeloupe, il nous a accueillis. Il nous a accueillis de façon paternelle, on va dire. Et à travers lui aussi, le reste, tout le Bénin. Donc c'est pour ça qu'on a pu quand même refaire racine. Tout n'a pas été facile, c'est vrai. Mais quand même, nous sommes là et sur un espace qui est beau, sur un espace qui nous permet justement de retrouver la dimension Éden, la dimension paradis de l'Afrique. Et donc, un grand merci au président Kérékou, à l'État béninois, puisque les autres présidents ont confirmé finalement et que nous sommes là. Alors, Le Père. Je dirais surtout, c'est la réponse à la prière des enfants. Parce que sachez vraiment, ce sont les enfants qui ont prié pour que nous ayons cette terre. Parce que cette terre, il y a un lac ici, par exemple. Eh bien, les enfants nous avaient dit, quand on arrive au Bénin, on a connu Natitangou, on a connu un peu tout le Bénin. Parce qu'on recherchait vraiment la place idéale pour pouvoir être et vraiment, comment dirais-je, continuer un peu notre mission de retour, de réimplantation. Et les enfants exigeaient, ils ont dit non, nous, il y a des endroits, ça ressemble trop de nous venons. Nous, on veut un endroit comme là où nous habitions dans les montagnes. Et ils ont dit, on veut un endroit vraiment naturel, on veut un endroit qu'on voit que c'est l'Afrique, qu'il y a de l'eau, parce qu'il y a de l'eau, on veut un endroit, il y a de l'eau. Et vraiment, voilà pourquoi eh bien, il y a le lac Toro qui n'est pas loin. Et voilà pourquoi eh bien, ça aussi, ça a été donné pour les enfants, parce que cet espace eh bien, s'appelle le CEVAS. C'est d'abord un centre d'éveil, d'animation et de stimulation pour enfants. Donc c'est vraiment c'est comme un morceau du berceau qu'on a eu. Vous voyez, l'Afrique, au départ, c'est le jardin d'Éden. C'est vraiment l'Éden, c'est vraiment une terre nature. Eh bien, aujourd'hui, au sommet de la modernité, il fallait de nouveau que nous ayons une terre, justement, qui puisse nous donner la possibilité de démontrer nos capacités, de prendre la modernité et de pouvoir la mettre bien au service maintenant de la nature. Hein, pas contre la nature, parce que jusqu'à maintenant, la modernité est un peu contre la nature, au lieu de nous servir justement à redonner à la nature eh bien, ses qualités, ses vertus, ses capacités, parce que seule la nature peut régénérer la vie. C'est elle qui produit l'oxygène, c'est elle qui produit eh bien, la nourriture, c'est elle qui produit eh bien, le bois pour l'habitat, c'est elle qui produit les fibres pour nous habiller, c'est elle qui produit eh bien, les parfums même. Tout, la nature produit tout. Elle produit tout, donc il faut lui redonner son rôle essentiel d'être la matrice, d'être la mère nourricière vraiment de la vie. la mère Dia m'a même montré du rouge à lèvres naturel tout à l'heure. Ouais. Et moi, vous faites partie du mouvement Rastafari, un mouvement dont l'un des grands leaders fut Bob Marley. Tout le monde ne comprend pas. Pourquoi est-ce qu'il faut laisser ses cheveux pousser? Pourquoi est-ce qu'il faut faire des dreads? La mère Dia, vos cheveux touchent le sol, n'est-ce pas? Vous m'avez confié ça. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire? C'est un peu compliqué. Est-ce que l'intégration a été un peu complexe pour vous? Est-ce que les gens dans la rue vous voient et disent pourquoi ces gens-là ont des cheveux aussi longs? Comment ça se passe? Bien, la première réaction est une... Bon, c'est vrai, certains expriment leur surprise, surtout par rapport peut-être à la barbe, la longueur de la barbe du père, puisque ici les gens n'ont pas beaucoup de barbe. Mais au fond, la réaction est positive, parce que quand on ne connaît pas, c'est naturel de poser des questions. Alors, pourquoi nos cheveux? Nos cheveux sont inscrits dans la Bible. Sont inscrits dans la Bible à nombre 6. Ça explique que lorsque quelqu'un veut se consacrer à l'Éternel, il laisse croître librement sa chevelure et le rasoir ne doit pas passer sur sa tête. Ça, c'est un vœu biblique, c'est inscrit dans la Bible. Mais c'est inscrit aussi dans l'origine du temps. C'est que l'homme de l'origine laissait pousser, laissait croître ses cheveux. C'est inscrit également dans
la vie contemporaine, la plupart des mouvements de résistance ont laissé pousser croître leur langue. Comme par exemple au Kenya, le mouvement de résistance pour l'indépendance s'appelait les Mau Mau. Et ils portaient tous des dreadlocks. Donc, les dreadlocks font partie du patrimoine culturel, du patrimoine spirituel, du patrimoine, on pourra dire, militant aussi de l'humanité. Alors là, moi j'ai envie de faire le dreadlock comme la famille Dia. Père Dia, vous avez une école, la famille Dia a une école ici. Quels sont les enfants que vous recevez dans votre école et quelle éducation donnez-vous à ces enfants-là? Bien, on reçoit des enfants, disons, du milieu, là où nous sommes, et c'est essentiellement des enfants qui viennent des villages ou des petits bourgs, c'est-à-dire des enfants qui ne sont pas des enfants de la ville. Principalement les enfants, je dirais, déscolarisés, c'est-à-dire des enfants qui n'ont plus envie d'aller à l'école, mais qui, dans notre école, retrouvent le goût d'apprendre. Aussi les enfants, disons, je dirais, dont les parents n'ont pas forcément les moyens de les envoyer à l'école. Et puis, beaucoup les orphelins. Disons, c'est 3/4 des enfants. Et des enfants dont aussi les parents, comme nous, souhaitent que nos enfants, aujourd'hui, reçoivent une scolarité, une éducation, et que dedans, il y ait inscrit aussi, eh bien, le jardin, l'amour de la nature, de l'environnement africain, de l'environnement édénique. Et envie d'apprendre aussi des choses essentielles, des choses dont on a besoin, par exemple, l'agriculture, apprendre l'artisanat d'art, apprendre eh bien, nos instruments de musique, ce que nous avons, notre capital culturel, et aussi des enfants qui ont envie d'apprendre à avoir un rapport différent avec les animaux, parce que notre école, par exemple, les enfants sont tous végétaliens, et donc le rapport avec les animaux est différent. Ils savent que ce sont leurs outils. Par exemple, eh bien, ils ont su que le coq, c'est un réveil matin, le mouton, c'est une tondeuse à gazon, que la chèvre, c'est une débroussailleuse, l'éléphant, eh bien, c'est un caterpillar. Vous avez, chaque animal a une fonction dans la création, et donc les enfants comprennent eh bien, qu'aujourd'hui, la création, elle a été faite pour que l'homme puisse apprendre à en faire un outil de bonheur, hein, et non pas seulement quelque chose où on va gagner de l'argent, etc. Non, la vie est faite vraiment dans l'école. On apprend que l'école, eh bien, c'est vraiment là où vous allez apprendre justement à créer du bonheur, non seulement pour vous, mais aussi pour votre prochain. Hein, c'est ça. Moi, je trouve que c'est vraiment une bonne école parce que moi, j'ai appris beaucoup de choses là. Vous apprenez le panafricanisme aux élèves, aux écoliers, je vais dire. J'ai appris beaucoup de choses là tout à l'heure. J'ai appris accent Teteja, qui veut dire par exemple Dieu merci. Je crois que c'est du Swahili. Oui, c'est une association entre le Swahili et puis aussi, bon, on peut dire la sonorité que ça donne. Asante Teteja. On remercie. Asante veut dire merci. Asante Teteja veut dire merci à Dieu le Saint. Le Saint, Asante Teteja. Okay. Père Dia, Mère Dia, vous avez un mode de vie différent. Vous êtes végétalien. Vous ne mangez pas du shawarma. Vous ne prenez pas les nourritures des Occidentaux. Qu'est-ce que vous consommez, Mère Dia? Bien, mais nous sommes en effet des végétaliens. Alors nous consommons tout ce qui vient de la terre. Mais tout ce qui exige qu'on tue, on n'y touche pas. C'est-à-dire ni viande, ni poisson, ni œufs, crevettes, tout ça là. Ça ne fait pas partie de notre vie. Mais de l'autre côté, dans le végétal, il y a tout. Vous pouvez faire de magnifiques brochettes de soja, des brochettes végétales. Vous avez dit, il n'y a pas de shawarma. Mais si vous allez dans les restaurants végétariens, et végétaliens plutôt de Cotonou, vous avez du shawarma végétalien. Donc, on a une vraie gastronomie et vraiment nous invitons, quand on parle de conscience, de open, d'ouvrir sa conscience, ça fait partie parce que c'est l'alimentation qui détermine votre capacité spirituelle, votre capacité de santé.
Donc, il faut découvrir cette alimentation et j'espère bien que nous referons une rencontre autour de l'alimentation pour que vous découvriez que il y a un régal végétal. Ah ouais, moi je veux bien. Alors Père Dia, moi je vais parler de la coiffure avec vous. Vos dreads ont 40 ans. Oui. Comment ça s'entretient? Si moi j'ai envie de ne plus me mettre des cheveux d'autres personnes sur ma tête et que j'ai envie de faire des dreadlocks, comment est-ce que je commence et comment j'entretiens? Est-ce que c'est difficile? Non, c'est une chose qui se fait naturellement. Naturellement, si vous laissez vos cheveux, ils vont se torsader. Alors, bien sûr, chacun va entretenir suivant sa sensibilité. Voyez. Bon, il y en a qui vont être, on dirait, route, c'est-à-dire qu'ils vont vouloir un naturel, très libre. Il y en a d'autres qui vont vouloir un naturel où on aide un peu la nature à faire des tresses. Non. Bon, l'entretien, c'est des shampoings naturels. Des shampoings à l'aloe, des shampoings naturels que vous pouvez faire vous-même. Vous pouvez acheter aussi au niveau de la cosmétique, on en vend. Vous avez aussi, par exemple, des shampoings que vous pouvez faire vous avec du savon noir en mettant. Vous savez, simplement, c'est de savoir que le cheveu a besoin de beaucoup d'eau, beaucoup d'hygiène pour pousser l'eau. Et dans l'entretien, alors les entretiens, vous avez des huiles que vous trouvez aussi dans les plantes. Hein, il y a l'huile de carapate, l'huile de coco, le ricin. Vous avez l'huile, par exemple, le chocho, hein, le chocho blanc. Ça fait pousser les cheveux. Ça fait pousser les cheveux. Toutes les huiles, disons, qui sont des huiles naturelles, eh bien souvent les plantes produisent une huile pour qu'on consomme, par exemple comme l'huile de palme. On consomme une huile rouge, c'est très bon pour l'organisme. Okay. Par exemple, eh bien l'huile de chocho, lui par exemple, c'est pour la cosmétique. Voyez. Alors, bon, la noix de coco, c'est pareil aussi. Vous allez manger le lait de coco, mais l'huile de coco, on peut la consommer, mais on peut aussi en faire de la cosmétique. Et le mélange des huiles peut vous donner quelque chose d'harmonieux qui fait que vos cheveux, eh bien, qui ont besoin justement des huiles pour pouvoir être bien entretenus, eh bien, vont croître plus vite, mieux et seront bien entretenus. Moi, je comprends que l'alimentation aussi a un impact sur les cheveux. Absolument, en vérité. Okay. J'ai envie de vous demander, les fruits dans notre alimentation, quel rôle jouent les fruits? Combien de fruits on peut prendre par jour? Est-ce qu'il y a des jours où on peut se dire non, je ne veux pas prendre de fruits? Quelle est l'importance des fruits dans la vie d'une personne? Les fruits, c'est fondamental parce que la première nourriture de l'homme au paradis, ça a été les fruits. Il cueillait et il mangeait les fruits. Donc les fruits, nous, tous les jours, on mange des fruits. On commence même la journée avec des fruits. Quels sont les fruits que vous avez l'habitude Alors, de au prendre? Bénin, il y a un fruit, je crois que c'est peut-être au Bénin qu'il est le meilleur, c'est l'ananas. Okay. L'ananas, c'est excellent. Il y a la banane, il y a la papaye. Vous savez que la papaye, aujourd'hui en Occident, on fait même des gélules de papaye tellement c'est important pour la santé. Donc, et voilà des fruits qui sont dans nos vergers et que l'on trouve facilement. L'orange aussi. L'orange qui vraiment vous donne cette vitalité, vitamine C, vitalité, et qui vous permet de commencer la journée en pleine forme. Donc on doit toujours manger des fruits. Et c'est vrai qu'au Bénin, il faut insister sur cela. Parce qu'il y a une tendance à une mono-alimentation. La pâte, la sauce, la pâte, la sauce. Et non, il faut varier pour justement pouvoir avoir et la santé et la longévité. Alors, la pâte, la sauce, les fruits, c'est ce que nous allons commencer à faire maintenant parce que dans les familles, nous remarquons que chaque soir, c'est la pâte qu'il faut manger. Les enfants s'attendent à ce que ce soit toujours la pâte, on est fatigué. Les parents essayaient d'introduire des fruits dans l'alimentation des enfants. C'est ce que moi, et des légumes. Des légumes, des fruits et légumes. C'est ce que je viens d'apprendre. Nous sommes dans la nature. Père Dia, nous allons parler de l'herbe. Les 11 mai,
nous célébrons une légende, Bob Marley. Mais aujourd'hui, on a l'impression que c'est l'anniversaire des stupéfiants. Et tous les jeunes ont envie de fumer le jour-là. Tous les jeunes se disent, voilà, c'est un jour où je dois fumer ou je dois... Je sais pas, est-ce que c'est une bonne manière de célébrer la mémoire de ce leader-là, Perdia? Bien, je crois que, vous savez, dans toute jeunesse, il y a, comment dirais-je, une excitation aux choses. Bien, je crois que l'herbe est une bonne chose. En même temps, toute chose qui est prise en excès n'est pas bonne. Nous ne fumons pas, voyez. Et nous disons que d'abord, quand on dit herbe, on voit la verdure. Alors, sachez que d'abord, l'herbe devrait être considérée comme une plante, voilà, qu'on consomme vert. Maintenant, quand on la fait sécher, c'est vrai que toutes les herbes ont des qualités quand on les fait sécher, mais elles la perdent un peu quand on l'utilise dans la fumée. Vous voyez? Ok. Ah oui. Parce que c'est vrai que la ganja a une puissance, c'est une panacée, c'est une herbe qui a beaucoup de propriétés, beaucoup de qualités. Mais comme toute chose, quand on l'utilise d'une façon, comment dirais-je, fallacieuse, quand on l'utilise d'une façon transgressive, parce que quand on brûle de l'herbe et qu'on consomme de la fumée, c'est vrai que ça va vous donner quelque chose, ça va vous donner des euphories. Mais je dirais qu'aujourd'hui, on doit considérer que l'herbe a été faite pour quelque chose de la sagesse, hein, pour la sagesse. Et qu'aujourd'hui, elle n'est plus prise dans son contexte. Normalement, c'est quelque chose qui est réservé aux sages, voyez, dans un encens, c'est-à-dire quelque chose qu'on fait comme le calibret de la paix, les Indiens fumaient ça, eh bien c'est quelque chose qui était fait pour apaiser les gens qui avaient par exemple des perturbations, ou qui avaient besoin d'une réflexion profonde sur un sujet. Donc l'herbe était utilisée. Aujourd'hui, l'herbe a perdu son côté sacralisateur, donc aujourd'hui les gens l'utilisent n'importe comment. Moi je dirais qu'il est bien que la jeunesse sache qu'on doit revenir à un mode d'utilisation des choses dans leur naturel. Hein, et qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça pour manger un peu plus de verdure. Et nous verrions que nous aurions les mêmes résultats. Le résultat, c'est que vous savez, un tel bien-être en vous, que vous sentez des capacités physiques, des capacités intellectuelles, des capacités spirituelles qui sont vraiment positives. Eh bien, sachez que l'alimentation le donne ça. Voilà pourquoi nous sommes végétaliens ici. Voilà pourquoi nous ne consommons ni le sang, parce que quand vous consommez du sang, vous allez consommer aussi l'adrénaline qu'il y a dans le sang. Parce que vous savez, toute peur, toute comment dirais-je, inquiétude, eh bien ça passe dans l'âme. Et la sève de l'âme, eh bien c'est le sang. Vous voyez. Donc le sang aujourd'hui, ça peut être considéré comme quelque chose de sacré, on ne doit pas y toucher. On ne doit pas y toucher. Donc voilà pourquoi nous savons qu'en consommant la verdure, eh bien ça vous donne de nouveau cette vitalité qu'ont les arbres. Hein, parce que c'est pour ça qu'on a une longévité, parce qu'on consomme beaucoup de verre. Quand vous consommez de la verdure, bien, ça vous donne, par exemple, l'herbe la plus connue qu'on dit qui donne la longévité, c'est le centenaria. On dit quand vous mangez le centenaria, eh bien, je vous l'ai montré tout à l'heure d'ailleurs dans le jardin, eh bien, c'est une herbe qui vous permet d'arriver, vous êtes sûr que quand vous consommez ça régulièrement, vous ne consommez pas bien sûr ni de sang, ni de cadavres, etc., eh bien, vous allez vivre centenaire. Avant, tous nos gens ici vivaient 110, 120, 130, 140 ans. Mais c'est des gens qui mangeaient de toutes les herbes. Et quand ils avaient besoin de manger ce qu'on appelle la ganja, ils en mangeaient, mais en proportion, comme si bon, vous n'avez pas mangé du centenaria 1 kilo par jour, vous allez manger en proportion. Donc, toute chose doit être gardée en proportion. C'est là aussi que l'enseignement Rastafari d'aujourd'hui est un enseignement qui a progressé. Vous savez, de Bob Marley jusqu'à aujourd'hui, il y a 34 ans. Donc les messages restent toujours actualité. Pourquoi? Parce que ce sont des messages évolutifs. C'est-à-dire que toute chose doit évoluer. Dans la vie, quelque chose peut partir de l'alpha, mais il faut que chaque jour qu'il atteigne son oméga, il progresse. L'oméga d'aujourd'hui, c'est le sommet de ce que nous avons. Mais il n'est que peut-être une partie de l'oméga de demain. Il n'est pas la totalité. Demain, on va encore ajouter de la connaissance à demain. Voilà. Merdia, le 11 mai, moi j'insiste là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez faire à l'endroit de cette jeunesse-là qui se perd entre griffes,
qui ne comprend pas forcément le sens des choses et qui agit comme elle veut. Qu'est-ce que les sages, le père et la mère Dia, veulent faire à l'endroit de la jeunesse béninoise pour plus la conscientiser? Je crois déjà que la jeunesse, le 11 mai, sait qu'elle doit honorer un messager. Donc si on dit messager, il faut écouter le message. Il faut chercher à comprendre qu'est-ce qu'a dit celui qu'on est en train d'honorer. Et il a dit des choses bien précises. Tout d'abord, que la jeunesse, que l'humanité, nous devons avoir une mission. Et qu'on doit se lever pour cette mission. Get up, stand up. On doit se lever parce que nous avons des défis auxquels nous devons répondre. Le 11 mai, c'est un moment de recueillement. Ce n'est pas un moment, la fête en fait de Bob Marley, c'est le 6 février. C'est le 6 février qu'il est né. Mais le 11 mai, c'est le moment où il est devenu immortel, puisque, bien que la majorité des jeunes ne l'ont jamais vu, ils connaissent sa musique, il continue à être une des meilleures ventes de musique au monde. Donc c'est parce qu'il y a là un ordre de mission pour toutes nos générations. Il dit ça. Il nous dit aussi qu'on doit s'unir. Donc il faut que la jeunesse, pour s'unir, il faut devenir quelqu'un de pacifique. Il faut pouvoir se maîtriser soi-même. Donc c'est vraiment un moment où, et nous le faisions parfois même il y a quelques années à l'université, le matin du 11 mai, nous allions là-bas parler, les jeunes nous invitaient à venir leur parler du message. Pas simplement à une espèce de... C'est normal, le reggae est fait pour aussi, c'est vrai, réchauffer nos âmes. Donc qu'on danse le reggae, c'est tout à fait normal, c'est salutaire même, c'est thérapeutique. Donc oui, de danser le reggae, ça vous garde jeune et ça vous garde... C'est une danse qui est propre aussi, vous voyez. Quand vous dansez le reggae, votre esprit est justement de rendre gloire et grâce. C'est pour ça que même en dehors de Rastafari, beaucoup d'églises ont pris le reggae comme musique de base aussi. Donc, mais ce que les jeunes doivent comprendre, c'est qu'on ne vient pas sur terre par hasard. On a été émis par un tout-puissant créateur avec quelque chose à faire. Donc, il faut redonner un sens à sa vie. La vie ne peut pas être que on est un jour, on fait des bêtises la moitié de sa vie et puis vers la fin, on commence à se dire, ah bon, donc... On est en retard. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la jeunesse africaine en particulier doit chercher l'essentiel, arrêter d'être dans le superflu. Parce que nous n'avons pas droit à ça. La situation planétaire, la situation de notre continent exige de chacun de vous de sortir le talent que Dieu y a mis. Et le 11 mai doit servir comme de point de départ à ça. Feuille de route. Voilà, on trouve notre feuille de route. D'accord. Merci, Mère Dia. J'ai envie de poser une question plutôt personnelle. Père et Mère Dia, vous avez combien d'enfants? Nous avons 4 enfants nés de nous. D'accord. Et beaucoup d'autres enfants nés de l'esprit, c'est-à-dire qui, par exemple, on a beaucoup d'enfants à l'extérieur, s'ils pensent à l'Afrique, bon, ils pensent à ici, ils savent qu'ils ont une adresse ici, parce que ce lieu aussi qui nous a été octroyé pour les enfants d'ici, mais aussi pour les enfants de l'Afrique, de la diaspora. C'est une première adresse, c'est un endroit où celui qui veut faire le retour sait qu'il peut arriver ici et à partir d'ici retrouver sa route dans la grande maison qu'est le continent africain. D'accord. Père Dia, nous allons finir avec vous. Quel message avez-vous à l'endroit de la jeunesse béninoise et à l'endroit de la jeunesse du monde? La mère Dia a donné les conseils tout à l'heure à la jeunesse. Je veux que vous
Eh bien, je dirais que particulièrement au Bénin, la jeunesse a vraiment un avenir particulier, je dirais. Celle d'être peut-être justement une jeunesse qui peut guider les autres jeunesses du continent. Puisque l'hymne national du Bénin invite à la jeunesse. Et quand il était dit enfant du Bénin de vous, c'est vrai que c'est tout le monde, mais en particulier la jeunesse qui est le moteur, vous voyez, de toute humanité, c'est la jeunesse qui est le moteur. Et on dit aujourd'hui, et bien c'est vrai, que nous avons la mission d'accueillir les bâtisseurs et de permettre aussi vraiment qu'il y ait une Afrique nouvelle. Donc je crois que la mère a eu raison de dire qu'aujourd'hui, la jeunesse du Bénin a une feuille de route. Elle sait qu'elle doit être aujourd'hui vraiment une jeunesse qui a une mission, et cette mission, elle se doit de la remplir. Elle se doit aujourd'hui vraiment d'être une jeunesse exemplaire, une jeunesse vraiment positive, une jeunesse qui justement entend le reggae et peut justement le transcender et en faire vraiment un outil pour son avenir. Parce que l'avenir, eh bien, c'est vrai qu'elle est sur ce continent. Et ce continent, eh bien, on ne doit pas regarder de dehors, mais on doit regarder justement ce que nous avons de mieux sur le continent. Ce que nous avons de mieux sur le continent, eh bien, c'est l'Éthiopie. Parce que c'est le seul pays, vraiment, qu'on peut dire qui est notre capitale d'abord, parce que Addis Abeba, c'est la capitale de l'Union africaine. Eh bien, sachant que regardons vers notre point d'unité, regardons vers notre berceau, regardons vers vraiment d'où nous sommes, d'où nous avons été tirés et nous saurons où nous devons retourner. Et c'est vrai que quand le Père Dia dit l'Éthiopie, je voudrais quand même qu'on rende hommage à celui qui nous a guidés, celui qui nous a permis d'arriver jusqu'ici au Bénin et qui nous a permis de retrouver notre identité culturelle, spirituelle et qu'on se mette à l'œuvre maintenant pour faire progresser le concret, le vivant, c'est son impériale majesté, Haïlé Sélassié. Dia! Ça va. Ah ouais, moi je connais pas. Comment on dit merci en Swahili? Asante. Ok, asante, je vais dire asante Merja. Asante, précieuse. Asante Père Dia. Asante, précieux. Vraiment merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Chers amis, nous sommes à la fin d'un entretien qui pour moi a été vraiment enrichissant. J'espère que vous avez aimé et que ça changera quelque chose dans vos vies. Si vous avez des commentaires à faire, laissez-les sur la page et disons à la prochaine. Au revoir.